messieurs, bonsoir et bienvenue. Quel plaisir de vous retrouver encore une fois en ce début de semaine et puis en fin de week-end, hein, si vous êtes de l'autre côté de la Méditerranée. En tout cas, quel plaisir de vous avoir cet après-midi. Merci de nous accueillir chez vous avec toutes les thématiques et les sujets, les invités ainsi que les chroniques que nous allons vous proposer cet après-midi dans la joie et la bonne humeur, bien évidemment, comme à chaque fois. En tout cas, pour aujourd'hui, alors que la saison froide s'installe et que justement les infections respiratoires deviennent de plus en plus fréquentes, nous allons consacrer justement notre séquence santé de cet après-midi à un sujet essentiel, la vaccination antigrippale. Et oui, puisque une campagne de vaccination a été lancée, et ce pour justement protéger les personnes les plus vulnérables. Eh bien, nous en parlons cet après-midi avec notre invitée, Kahina Bouaziz, qui est pneumologue. Et puis, nous aurons également une autre invitée. Elle nous fait donc le plaisir d'être avec nous cet après-midi pour parler d'un tout autre sujet, j'ai envie de dire, un rendez-vous majeur de l'innovation. Il s'agit de l'Algérie Startup Challenge, la 7e édition cette année, et donc innover pour un avenir durable. Nous en parlons cet après-midi avec Nesrine Zied. Et puis en deuxième partie d'émission, place aux deux chroniques du dimanche après-midi. Badia Marni pour la rubrique Coin Vert. Et bien aujourd'hui, elle va nous parler de l'hibiscus, en tout cas des fleurs qui égayent notre studio cet après-midi. Et bien comment bien les entretenir, comment cette fleur peut être bien chez nous, dans notre intérieur ou encore notre extérieur. Nous verrons tout cela avec Badia Marni. Et puis place à la rubrique décoration intérieure. Donc la décoration intérieure sera également au programme de l'émission de cet après-midi avec les conseils précieux de l'Esriam Zienne qui sera avec nous tout à l'heure. Et tout cela, nous vous le proposerons en deuxième partie d'émission. Et tout de suite, nous allons accueillir comme il se doit nos deux premières invitées. Alors le docteur Kahina Bouaziz, pour commencer, comment ça va ? Bonsoir, alhamdoulilah, merci. Bienvenue. Merci pour l'invitation. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Donc on va parler de grippe, d'infections saisonnières, j'ai envie de dire, avec vous, et justement donner des conseils à ceux qui nous regardent cet après-midi concernant le vaccin antigrippal, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Notre but, c'est de sensibiliser les personnes vulnérables à prendre leur vaccin pour éviter les complications graves de la grippe qui commencent. Très bien. Mais juste avant, on va aussi donc accueillir Nesrine Zied. Comment ça va? Super, merci encore pour l'invitation. Merci à vous, en tout cas, d'avoir accepté notre invitation. Donc, on va parler de ce rendez-vous, hein, j'ai envie de dire, de l'innovation. 7e édition, déjà cette année. En tout cas, tous les détails, bien évidemment, seront partagés tout à l'heure avec vous. Mais on va parler aussi d'un thème que j'imagine vous intéresse aussi, hein, parce que nous sommes tous concernés, j'ai envie de dire. Hein. Donc, c'est la vaccination antigrippale. Je disais tout à l'heure, justement, qu'une campagne, Dr Bouaziz, a été lancée, comme chaque année. Oui. Donc, justement, avant de commencer, pourquoi, quel est l'intérêt justement annuel de cette campagne? Parce que l'immunité que confère le vaccin antigrippal, déjà, elle est de courte durée, elle ne dépasse pas 6 mois, et en plus, le virus, il mute chaque année, donc il se multiplie rapidement, donc il mute chaque année, il change. C'est pour ça qu'il faut mettre à jour chaque année la composition du vaccin pour qu'on soit protégé contre le virus de la grippe. D'accord. Et justement, donc, vous êtes pneumologue. Aujourd'hui, quelles sont les infections que vous rencontrez le plus souvent, j'ai envie de dire, les infections respiratoires que vous rencontrez le plus souvent? En fait, il y a plusieurs virus qui circulent durant cette période automno-hivernale, mais le virus le plus grave, c'est le virus de la grippe. C'est pour ça, parfois, les malades, ils nous disent, voilà, je me suis fait vacciner contre la grippe, mais j'ai fait une grippe. D'abord, il faut savoir qu'il y a plusieurs viroses respiratoires qui donnent des symptômes qui ressemblent aux symptômes de la grippe. Et le vaccin contre la grippe, il protège juste contre la grippe, il ne protège pas contre les autres infections respiratoires. D'accord. Et justement, donc, quand on parle de cette grippe, est-ce que les personnes souffrant d'infections respiratoires sont plus vulnérables justement? Pas uniquement les malades souffrant d'infections respiratoires. Justement, c'est ce qu'on veut, c'est le message qu'on veut faire passer. Les personnes, à travers d'abord, il faut définir la grippe. La grippe, c'est une infection respiratoire aiguë qui est causée par le virus de la grippe, virus influenzé. Le plus souvent, elle est bénigne. Déjà, on dit comme slogan déjà pour cette
année, ماشي la grippe برك. Mais elle peut être grave, voire mortelle, chez les personnes vulnérables. C'est pour ça que le ministère de la Santé, dans des directives, il conseille à ces personnes de se faire vacciner. Quelle est la population éligible à cette vaccination? Quelles sont les personnes, justement, la catégorie de personnes qui est éligible, qui doit se faire vacciner? C'est les personnes âgées plus de 65 ans, même s'ils n'ont pas de maladie chronique, parce que leur système immunitaire est vieilli du fait de l'âge, donc il va être affaibli. Les enfants et les adultes avec comorbidité, c'est-à-dire avec des maladies cardiovasculaires, des maladies chroniques, des affections respiratoires et pulmonaires, le diabète, maladies rénales, l'immunodéficience acquise ou congénitale, les femmes enceintes, et l'OMS et les sociétés savantes placent la femme enceinte en premier parce qu'elle est plus vulnérable aux complications de la grippe, et ceci c'est à n'importe quel âge gestationnel, elle peut faire son vaccin. Personnel de santé et les pèlerins aussi. D'accord, très bien. Et justement, on va parler de ce vaccin. Comment agit-il? Première question. D'abord, il faut comprendre que le vaccin antigrippal, ce n'est pas un vaccin vivant, donc c'est un vaccin inactivé. On prend juste quelques parties du virus et on injecte au corps humain pour susciter l'immunité. C'est pour que notre organisme, pour que notre immunité produise des anticorps, c'est-à-dire que c'est les soldats qui vont nous protéger contre le virus lui-même. Et ce vaccin, il va être efficace 15 jours après. Pourquoi? Parce que le système immunitaire va prendre du temps pour produire ces anticorps. Donc, on est immunisé, protégé 15 jours après la prise du vaccin. C'est pour ça qu'on dit aux sujets qui nécessitent de se faire vacciner, il faut se faire vacciner avant la circulation rapide et la transmission rapide du virus qui atteint son max le mois de janvier et février. D'accord. Parce que s'il y a beaucoup de gens qui sont infectés, on risque d'être infectés. C'est pour ça qu'il vaut mieux être protégé avant la circulation rapide du virus. Très bien. Et justement, quels sont, on peut peut-être aussi parler un petit peu des effets secondaires de ce vaccin pour rassurer un petit peu ceux justement qui présentent des symptômes. Hein. D'accord. C'est un vaccin qui est sûr et efficace. Et le centre de pharmacovigilance n'a pas rapporté d'effets secondaires, mis à part des effets secondaires locaux au point d'injection, des petites douleurs, une petite fièvre. C'est tout. Sinon, il n'y a pas d'effet secondaire grave au vaccin antigrippal. D'accord. Et justement, est-ce que ce fameux vaccin est mis à jour pour, justement, pour être efficace face aux nouvelles souches? Il est mis à jour annuellement. Il y a l'OMS qui coordonne la surveillance et étudie les prélèvements des différents pays, les prélèvements viraux. Et l'Algérie, il fait partie via son laboratoire national de référence de virologie. Donc, c'est sur cette base que le vaccin est produit sur la base des souches circulantes l'année passée. Donc, on produit un vaccin et il faut savoir que le vaccin il contient 4 souches. Donc, on est protégé contre les 4 souches de la grippe. D'accord, très bien. En tout cas, ce que je vous propose, c'est que justement, toute la campagne a été lancée, la campagne annuelle 2025-2026, et puis on ne cesse de sensibiliser justement toutes les personnes à ne pas hésiter à aller justement se faire vacciner pour se protéger et protéger les autres aussi. Hein. Donc, on va regarder un reportage concernant cette campagne réalisée par notre collègue Nawel Benjilali. Et on revient juste après et on continue bien évidemment d'en parler et donner les informations essentielles que tout le monde devrait savoir concernant la vaccination et la sensibilisation aussi. Allez, reportage. Oui, Chaque année, avec l'arrivée de l'automne, revient une préoccupation de santé publique majeure, la grippe saisonnière. Cette infection virale, souvent sous-estimée, peut entraîner des complications graves chez les personnes vulnérables. Face à cette menace annuelle, la vaccination se présente comme le rempart le plus efficace. La grippe, c'est une maladie contagieuse, saisonnière, qui arrive surtout au niveau de l'hiver.
Voilà, on peut être atteint de cette maladie pendant la période hivernale. Voilà. Donc, il faut se vacciner pour ne pas, déjà, pour se protéger et pour se protéger déjà, pour ne pas avoir des signes de la grippe comme le rhume, avoir des maux de tête, une toux sèche, et pour ne pas être, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont malades et on peut être, comment dire, c'est une maladie contagieuse. Ouais. La période d'incubation de ce virus est de 4 jours. Donc peut-être moi je suis maintenant porteuse de ce virus en moi, mais je porte pas, les signes ne sont pas encore apparents, mais je peux quand même transmettre ce virus à vous, à une autre personne. Voilà, c'est un simple exemple. Donc, ils peuvent tomber malades, mais toujours de la forme légère. Il faut qu'ils se vaccinent. Le principe du vaccin antigrippal repose sur l'introduction dans l'organisme des virus inactivés, c'est-à-dire rendus inoffensifs. Leur présence permet au système immunitaire d'apprendre à reconnaître le virus et de produire des anticorps spécifiques. Ainsi, lorsque l'organisme rencontre le vrai virus grippal, il réagit rapidement et efficacement pour le neutraliser. J'appelle les gens, voilà, j'appelle les gens et j'incite presque tous les gens de se rapprocher des polycliniques et en même temps des pharmacies pour acheter ce vaccin qui est voilà, c'est un geste simple, il ne faut pas craindre la piqûre ou c'est un geste rapide. En même temps, ils vont avoir juste quelques signes qui sont vraiment légers après l'injection. Des signes, c'est presque les mêmes signes qui ressemblent à la grippe. Certaines personnes bénéficient particulièrement de cette protection dans une période bien précise. C'est une obligation. Donc, nous continuons avec nos deux invités. Donc, on s'était lancé déjà et parler du sujet donc, de la vaccination, du vaccin antigrippal, les symptômes, le pourquoi du comment avec le docteur Bouaziz. Donc peut-être avant de continuer justement le débat, rebondir peut-être sur le reportage qu'on avait pu découvrir. Et le vaccin antigrippal, d'abord, il est fortement recommandé pour les personnes vulnérables. Et il ne protège pas à 100% contre la maladie. On peut avoir la grippe, mais il va nous protéger contre les complications graves de la maladie. C'est pour ça qu'on conseille les malades. Parfois, ils nous disent « Non, j'ai fait une forte grippe qui m'a cloué au lit ». C'est ça la grippe. La grippe, c'est un ensemble de symptômes, une fièvre qui peut aller jusqu'à 40 degrés, des courbatures intenses, une fatigue importante, une toux sèche. Il y a des gens qui ne supportent pas, ils vont être cloués au lit. Mais si vous faites le vaccin, vous allez éviter d'être hospitalisé, surtout en service de soins intensifs, vous allez éviter la mort. D'accord. Et puis parfois aussi, quand on a eu la grippe au préalable, certaines personnes se disent qu'elles ont développé l'immunité. Justement, est-ce qu'on a raison de penser ça ou pas? Parce qu'on ne peut pas savoir est-ce que c'est une grippe réellement ou non. Il y a plusieurs viroses respiratoires qui donnent des symptômes qui ressemblent à la grippe. Donc il faut faire des prélèvements pour le savoir. Et en plus, il y a plusieurs souches de virus grippal. Donc on fait une grippe, peut-être qu'on a fait une grippe on est immunisé contre la souche AH1N1, mais on n'est pas immunisé contre le H3N2 ou le type B. Donc il vaut mieux se faire vacciner pour se protéger contre les autres souches de grippe. Très bien. Et est-ce qu'il y a justement des recommandations spéciales pour les femmes enceintes? Quels sont les conseils qu'on pourrait... La femme enceinte, en général, elle est réticente, elle a peur pour son bébé. Il faut savoir que le vaccin antigrippal, je l'ai déjà dit, que c'est un vaccin inactivé, on prend juste des particules. Le vaccin vivant sont contre-indiqués chez la femme enceinte, mais l'antigrippal, ce n'est pas un vaccin vivant. Et il faut savoir aussi que les anticorps produits suite à l'injection du vaccin antigrippal par l'organisme de la femme enceinte, ils passent la barrière fœtoplacentaire, ils protègent son bébé les 6 premiers mois de sa vie. On sait que les 6 premiers mois, c'est contre-indiqué de faire vacciner un bébé, un nouveau-né, et ils sont très fragiles. Donc, si vous faites vacciner vous-même, vous allez protéger votre enfant, vous êtes à l'aise à la naissance de votre enfant.
D'accord. Et la femme enceinte, pourquoi elle risque de faire des complications? Déjà, pour le fœtus, il est considéré comme un corps étranger, donc son système immunitaire va être modifié, va être ralenti pour garder le fœtus. Donc, ceci va exposer la femme à des complications, donc à des infections bactériennes et virales. Et aussi, on sait que les infections favorisent les contractions utérines, donc elle risque de perdre son bébé, soit par un avortement précoce ou un accouchement prématuré. C'est pour ça le vaccin va la protéger elle-même des complications graves parce qu'elle risque de faire des complications respiratoires avec une dyspnée, une détresse respiratoire, et elle va aussi protéger, garder son bébé. D'accord, très bien. Donc justement, on parle de cette campagne annuelle chaque année. Donc comment ça se passe, le nombre de vaccins, donc le nombre de personnes justement qui vont aujourd'hui se faire vacciner, mais aussi les lieux où on pourrait se faire vacciner. Alors, je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de facilitation. Hein. Oui, le ministère de la Santé a mis à disposition des 58 wilayas 2 millions de doses réparties. Le vaccin, il est disponible. 69. Maintenant depuis... 69, nous voilà, on a fait le programme, quelques jours. Mais ils ont leur dose. Il y en aura assez pour tout le monde. Voilà, et il est disponible dans toutes les structures de santé de proximité, les polycliniques. Et pour ceux qui ont une carte Chifa, ils peuvent l'avoir, ils ne l'achètent pas. Il est remboursable, ils peuvent l'avoir au niveau des pharmacies. Très bien. Et puis est-ce que le vaccin justement, on peut le faire en pharmacie, dans les officines? Pour les pharmacies, il y a des pharmacies qui sont habilitées à le faire. À faire ce vaccin. Donc, que de bonnes nouvelles, on va dire cet après-midi, que de bonnes nouvelles. Oui, bien sûr, Inch'Allah. Inch'Allah, les gens choses. Ils vont faire leur vaccin. C'est ça. Parce qu'on ne sait pas aussi la virulence du virus cette année. Exact. C'est pour éviter l'afflux massif pendant la période du pic. Il vaut mieux se faire vacciner parce que si on se vaccine, on va aussi protéger les gens qui ne sont pas vaccinés. Très bien. Et juste une dernière question, parce que ça parle bien évidemment, on parle entre nous. Est-ce qu'aujourd'hui on parle toujours encore de Covid? Oui, le Covid existe, mais il ne tue pas. C'est ça. C'est la grippe qui tue. Voilà. Le Covid, et pendant la période... J'ai eu un Covid, j'ai été malade. Oui, il circule toujours le Covid, mais pendant cette période automno-hivernale, c'est le virus de la grippe qui prend le dessus. D'accord, très bien. En tout cas, on va finir justement avec cette information et passer à notre deuxième sujet de cet après-midi, je le disais tout à l'heure, où l'innovation, j'ai envie de dire, battra son plein. À partir de quand ? Ce sera demain. Demain, voilà, dès demain. Et justement, on va en parler avec vous. Donc, déjà, commencer par présenter l'Algeria Startup Challenge. Alors, qu'est-ce que c'est l'Algeria Startup Challenge? C'est un programme d'innovation qui, cette année, s'organise dans sa 7e édition. Il a été créé en 2018 avec cette ambition-là de connecter les acteurs de l'écosystème d'innovation en Algérie, à savoir les institutions publiques, les opérateurs économiques, les startups, le monde de l'université et de la recherche, et ainsi que les institutions financières. Donc l'objectif, c'est de mettre tout ce beau monde-là sur la même table et réfléchir ensemble les enjeux économiques, sociaux et environnementaux. Et c'est pour ça cette 7e édition. Elle est organisée sous le thème « Innover pour un avenir durable ». Donc, on mêle les enjeux environnementaux, sociaux et économiques, et dans lesquels, en fin de compte, on va aller chercher des problématiques industrielles dans le domaine de l'hygiène, dans le domaine des télécoms, dans le domaine du banking et de l'assurance, etc. Et on va faire un sourcing national au niveau des 69, oui, voilà. Mais aussi des Algériens, en fin de compte, qui résident un peu partout dans le monde, qui vont venir avec leur start-up, leur entreprise, etc., pour solutionner ces solutions-là. Donc, on en a 5 challenges Open Innovation cette année, donc ce qu'on appelle de l'innovation ouverte, dans lesquels des entreprises vont soumettre des problématiques auxquelles les start-up tenteront, en fin de compte, de les solutionner avec des innovations durables. D'accord, très bien. Et justement, j'imagine qu'il y a des partenaires, j'ai envie de dire, institutionnels pour cette 7e édition. Donc, qui sont-ils? Alors, le programme, il est organisé par le Hub d'innovation, l'Incubator. On est un hub d'innovation durable. On travaille sur des enjeux environnementaux essentiellement, donc il y a les dimensions innovation et environnementale. Et cette édition, elle est organisée sous le parrainage du ministère de l'économie, de la connaissance, des startups et des micro-entreprises, le ministère de l'environnement et de la qualité de vie, et enfin le ministère de l'enseignement, de la formation professionnelle. Pourquoi on le fait? Parce que c'est très très important qu'on ait ces institutions-là qui aujourd'hui œuvrent à travers des politiques publiques en ce sens-là,
là. Aujourd'hui, la thématique de start-up est très très importante dans Tout à notre fait. pays pour relever les enjeux dans lesquels on est, y compris technologiques, et en fin de compte favoriser en fin de compte des technologies, des solutions made in Algeria. Donc l'objectif principal, encore une fois, c'est renforcer les chaînes les chaînes de valeur locales. Et d'ailleurs, on aura un panel pour traiter d'investissement, par exemple, responsable et de promotion du contenu local. Donc tout ce qui implique en fin de compte aujourd'hui collaborer avec des micro-entreprises ou encore des start-up aujourd'hui algériennes qui ont des solutions à proposer à nos grands opérateurs économiques. Et donc c'est un programme aussi qui se déroule donc autour de 5, comme je disais, Challenge Open Innovation. Le premier étant autour de l'économie circulaire. On le fait avec la BNP Paribas. Le deuxième... Là, on évite quand même les marques, mais on continue quand même. Je ne vais pas citer des bien sûr. Le deuxième autour de l'inclusion numérique. Et encore une fois, l'objectif étant de pouvoir, par exemple, solutionner aujourd'hui, avoir des solutions qui permettraient d'inclure des populations vulnérables ou du moins qui ne sont pas sensibilisées au digital, etc. Donc renforcer leur accès au digital. Le troisième étant autour de réimaginer le secteur de l'hygiène en apportant des solutions innovantes technologiques qui permettraient en fin de compte, c'est-à-dire optimiser le secteur de l'hygiène. Le quatrième, c'est autour de l'innovation dans le domaine des assurances pour rendre l'assurance plus inclusive et comme aussi le domaine des assurances est aussi l'un des domaines aujourd'hui qui souffre le plus des conséquences du changement climatique parce qu'en fin de compte, nos assureurs, y compris donc, des entreprises algériennes, publiques et privées, aujourd'hui se retrouvent en fin de compte dans des situations où, par exemple, dans le domaine agricole, où on a plus besoin de soutenir nos agricoles face au changement climatique actuel. Tout à fait, on le vit, on l'a vécu là justement il n'y a pas longtemps, où on a pu voir justement des agriculteurs qui en ont souffert justement de ces aléas et de ce réchauffement climatique qui commence à faire des ravages. Exactement, et c'est ça l'objectif. C'est pour ça aujourd'hui on commence à parler d'assurance climatique qui est aujourd'hui importante et surtout étant donné que l'Algérie se situe aujourd'hui dans cette région de la Méditerranée aujourd'hui qui souffre de 20% de plus aujourd'hui des conséquences néfastes de ce changement climatique comparé à d'autres régions. Et donc ça crée aujourd'hui un vrai potentiel pour notre secteur d'assurance de se positionner sur l'assurance climatique. Et enfin, la dernière thématique étant autour des domaines de la gestion des risques, qui soient sanitaires, on parlait par exemple des maladies, etc. Ça peut aussi être des risques alimentaires, ça peut être des risques industriels auxquels souffrent nos industriels, etc. Donc encore une fois, ça a été quelque chose comme, je crois, 12 grandes problématiques qui ont été proposées par nos partenaires publics et privés de cette édition-là. Ils sont 15 entreprises à le faire. Cette année, donc, on a eu le grand honneur de recevoir un très très grand intérêt, je crois un pic. On a eu plus de 25 000 consultations des différentes problématiques qui ont été soumises et plus de 375 startups et projets innovants qui ont pu postuler. Donc pour demain, on aura l'occasion de recevoir 16 de nos plus prometteuses startups pour l'année 2025 et qui vont en fin de compte, encore une fois, proposer leurs solutions autour de ça. Donc cette année, on a eu l'occasion, on va dire que demain, ça va être un peu la cerise sur le gâteau parce que ça sera l'événement de clôture et dans lequel on va valoriser le travail de plusieurs mois. Mais effectivement, on est passé par tout un parcours pour arriver à ce dernier chapitre. J'imagine. Et justement, quel type d'accompagnement est proposé aux start-up participantes ? Excellent. Alors pour l'accompagnement qu'on propose, donc c'est un parcours très hybride. On commence toujours par ce qu'on appelle les Learning Immersion Days et l'objectif étant de permettre à nos start-upers, nos entrepreneurs de pouvoir mieux découvrir l'écosystème innovation en Algérie. Donc on va faire des rencontres avec les différents acteurs institutionnels, comme on disait, financiers, économiques, etc. Ils vont aller faire des rencontres au niveau des usines de production. L'objectif étant qu'ils puissent s'immerser au maximum, que ce soit aux industries ou même aux dispositifs aujourd'hui qui sont mis en place par l'État. Je parlerai par exemple du Algerian Startup Fund, qui est aujourd'hui le financeur principal de l'innovation et des startups en Algérie. Des mécanismes, y compris par exemple avec l'INAPI, l'Institut national de protection de la propriété intellectuelle. Donc on sensibilise beaucoup nos entrepreneurs à l'importance de protéger leurs marques, leurs brevets, etc. On a beaucoup d'inventeurs aussi qui participent parce qu'encore une fois, c'est un programme aujourd'hui qui est ouvert aussi bien aux entrepreneurs, aux professionnels en reconversion, des
étudiants ou encore même des chercheurs qui de plus en plus aujourd'hui s'ouvrent à cette perspective-là, voilà, de valoriser leurs travaux de recherche, ont des projets économiques créateurs de valeur. Donc, et c'est l'objectif effectivement à travers les Learning Immersion Days. Donc ils vont rencontrer une panoplie aujourd'hui d'acteurs qui leur permettent d'avoir les bonnes cartes à jouer au moment opportun pour leur entreprise. Dans une seconde phase, on va faire des diagnostics pour ces startups-là pour bien comprendre quels sont leurs besoins. On aura des startups qui auront besoin d'un accompagnement dans le volet commercialisation, d'autres qui auront plus besoin d'un accompagnement technique, d'autres qui sera plus un accompagnement dans le volet juridique. Donc on va les accompagner là-dessus avec des formations animées par y compris des experts nationaux et internationaux. Donc ça s'est passé, on va dire, durant ces 7 derniers mois. Donc c'est ce qu'on a fait ces 7 derniers mois. Et l'objectif aussi, justement, il y a un grand travail au préalable avant justement le jour J. Effectivement. Donc, pour nous, l'objectif, encore une fois, c'est créer l'environnement propice à nos entrepreneurs pour pouvoir éclore. Alhamdoulilah, aujourd'hui, on a une énorme énergie, un très, très grand, on va dire, intérêt envers le domaine de l'innovation et de plus que les nouvelles générations sont de plus en plus sensibles aux enjeux environnementaux. Et c'est pour ça, aujourd'hui, c'est ce qu'on dit avec nos entrepreneurs, il ne suffit plus d'innover, mais il faut innover de manière responsable aujourd'hui. C'est ce qu'on essaye de... Ça devient primordial. Et justement, quelles sont les tendances que vous avez, j'ai envie de dire, observées dans les projets justement déposés? Alors, par rapport au projet, donc on a en général beaucoup de startups aujourd'hui qui sont déjà créées par des ingénieurs en général. Donc on voit vraiment qu'il y a une tendance là-dessus. Par rapport au type de solutions qu'on pourrait avoir, on a beaucoup de solutions qui sont dans la technologie, tendance claire, intelligence artificielle appliquée à beaucoup de domaines. Donc on peut avoir de l'intelligence artificielle qui nous permettrait aujourd'hui d'optimiser le tri des déchets, qui est aujourd'hui un enjeu très très important quand on parle d'économie circulaire. On peut avoir de l'intelligence artificielle pour réduire les incidents au niveau des zones industrielles, au niveau des usines, etc. On peut aussi avoir par exemple des solutions d'économie partagée, par exemple des vélos partagés dans des zones, par exemple au niveau des hôtels, des résidences, ce genre de choses. On a aussi eu des solutions assez intéressantes dans le domaine médical, par exemple, c'est encore une fois des ILLM, de l'intelligence artificielle, qui permettraient aujourd'hui aux médecins de gagner du temps au moment de diagnostic, dans lequel aujourd'hui le patient peut par exemple rentrer sur la plateforme, indiquer ses symptômes et en fin de compte être dirigé vers le bon spécialiste auquel il faut consulter. Encore une fois, ce n'est pas une alternative ou ce n'est pas un substitut au médecin, c'est très important de le noter, mais ça peut aujourd'hui permettre effectivement de mieux orienter, faire le tri, parce qu'on sait aujourd'hui que la gestion des cas d'urgence c'est quelque chose qui peut être très très compliqué, que ce soit au niveau des hôpitaux ou même au niveau des autres structures sanitaires. Effectivement, il y a plusieurs types de solutions qu'on arrive à observer. On a aussi l'inclusion numérique avec des solutions. Il y a une superbe start-up qu'on est en train effectivement d'accompagner. J'espère que vous aurez l'occasion demain de couvrir l'événement. Certainement, je pense. Oui. Donc, qui travaille aussi avec par exemple les opérateurs touristiques. Et c'est-à-dire l'objectif principal de cette plateforme, je crois qu'ils ont plus de 550 000 téléchargements déjà. Ça permet de donner de la visibilité aux opérateurs touristiques aujourd'hui qui sont en général pas très digitalisés, pas très visibles, etc. Donc c'est déjà une manière aujourd'hui d'inclure ces opérateurs touristiques qui sont peu digitalisés, mais aussi donner plus de visibilité à nos offres touristiques et donc faire rayonner le tourisme en Algérie. D'accord, voilà. Très bien. En tout cas, de belles idées, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, les jeunes, les ingénieurs, ceux qui s'intéressent justement à ce domaine ne manquent pas d'imagination. Est-ce qu'on pourrait dire ça cet après-midi? Bah oui, moi j'irais même à dire que ça se limite plus à des idées. Aujourd'hui, on a vraiment des entrepreneurs qui sont vraiment capables aujourd'hui d'imaginer de nouveaux scénarios, apporter des concepts qui sont frais et qui sont aux tendances internationales et surtout pouvoir les adapter au contexte national, parce que c'est ça qui est très très important. Et donc on voit vraiment des solutions aujourd'hui qui peuvent vraiment être moteurs de création de richesse pour notre économie, mais aussi dynamisme aux différents opérateurs, etc. Et aussi aujourd'hui améliorer certains services pour nos citoyens. Donc vraiment ces solutions-là, je pense qu'ils ont cet objectif-là de vraiment pouvoir aujourd'hui proposer de nouveaux services, de nouveaux produits. De nouvelles solutions aussi. Exactement. Et je pense que c'est d'autant plus important
important aujourd'hui. Je pense que la dynamique d'Open Innovation, aujourd'hui, avec la dernière loi de finances, il y a un cadre réglementaire pour favoriser ces interactions-là, qui est la réforme de l'Open Innovation ou l'innovation ouverte, et qui promeut en fin de compte cette dynamique entre opérateurs économiques et start-up, dans lesquels effectivement l'objectif, encore une fois, c'est qu'on puisse faire de la recherche et développement via nos start-up aujourd'hui qui développeraient des technologies made in Algeria et renforcer cette souveraineté technologique à laquelle aspirent beaucoup d'institutions et beaucoup d'acteurs dans notre pays. C'est ça. Et justement, à travers les différentes éditions, puisqu'on en est vous en êtes à la 7e cette fois-ci, donc à chaque fois, des thématiques et des secteurs sont mis en avant, c'est ça? C'est ça. Pour peut-être toucher à un maximum de secteurs? On fait de notre mieux. Je pense que si on avait à traiter tous les secteurs, effectivement, il y a matière à faire. On essaie effectivement de travailler, encore une fois, selon les objectifs, selon les enjeux les plus pressants dans les différentes industries. Aujourd'hui, je pense dans ces 7 dernières années, on a pu lancer plus d'une 50aine de programmes. Donc il y a toujours des programmes qui diffèrent. On peut avoir des programmes qui peuvent être destinés par exemple à des étudiants qui sont vraiment en phase embryonnaire dans lequel ils se lancent dans le monde entrepreneurial. Comme on peut avoir des programmes, comme c'est le cas pour le Algeria Startup, qui est destiné, on va dire, à des startups beaucoup plus avancées, qui aujourd'hui chercheraient des terrains d'expérimentation avec des opérateurs économiques. Donc le principe, c'est encore une fois, on a une problématique, la start-up vient avec une solution, on va faire des tests terrain pour voir si cette solution fonctionne. Si, dans le cas où ça fonctionne, encore une fois, ça constitue une opportunité marché pour cette start-up-là, et on va aller dans un déploiement beaucoup plus large. Et donc ça, c'est aujourd'hui, on va dire dans cette dynamique-là, on s'est lancé déjà en 2021 avec le premier programme dans son genre, et aujourd'hui, ça a démontré vraiment son intérêt, que ce soit de par les opérateurs économiques, parce que ça constitue une alternative pour aller sourcer des technologies et des fournisseurs de services et de produits. Pour les startups aussi, c'est une excellente opportunité parce qu'enfin, on trouve des modèles dans lesquels, surtout pour celles qui ont des solutions qui sont destinées aux entreprises, on leur ouvre les portes et les ressources pour pouvoir développer leurs solutions, les appliquer dans le terrain et vraiment tester ces solutions-là. Ça peut commencer par une petite échelle et être généralisé. On a aujourd'hui aussi la chance d'avoir dans nos alumni ou dans nos cohortes de startups, pas moins d'une 40aine de startups qui ont déjà levé des fonds, donc qui sont certaines commencent même à s'exporter à l'international et faire la joie et la fierté de notre pays. Donc on est ravis encore une fois aussi de faire évoluer nos programmes selon aujourd'hui les besoins de nos startups et l'évolution de notre écosystème d'innovation. Il y a quelques jours, je crois, il y a eu le coup d'envoi de la semaine mondiale de l'entrepreneuriat, avec aussi l'annonce de nouvelles réformes. Donc notre pays, je crois aussi, a été je crois, comment dirais-je, c'est quoi le mot, a eu la renommée du meilleur pays en matière de politique publique envers l'innovation. Et aujourd'hui, on le voit même quand on interagit avec d'autres partenaires internationaux, etc., quand on parle du contexte local, il y a beaucoup d'intérêt à ce qui se fait par rapport aux politiques publiques, etc. Et les choses continuent à évoluer, donc ça, c'est un signe, je pense, qui peut être très, très positif. Tout à fait, indicateur aussi de l'intérêt, justement, de toutes... ces projets innovants. Exact, oui. Voilà. Très bien. Et donc, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que des événements comme ça sont à encourager? Oui, je pense que c'est toujours... Si on devait justement comparer à l'intérêt que beaucoup de personnes, étudiants, professionnels, portent justement à l'innovation. Oui, complètement. Des événements, quand il s'agit d'événements de sensibilisation, c'est toujours très très important, mais j'irai même au-delà de ce qu'on appelle des événements, je parlerai beaucoup plus de programmes. Quand c'est on va dire, quand ça prend, un événement c'est une journée, etc. Mais l'important c'est aussi avoir, on va dire, des programmes aujourd'hui qui vont être spécialisés. Ça peut être des programmes sectoriels. On a par exemple des programmes qui sont sectoriels. Je parlerai par exemple de l'économie bleue. Donc on a des programmes spécifiques à ça, dans l'économie verte, plein de programmes qui sont spécifiques, mais aussi des programmes qui vont encore une fois s'adresser à des publics cibles, donc qui soient dans une phase immersion ou dans une phase beaucoup plus avancée ou dans une phase d'expansion, etc. En tout cas, moi, j'encouragerais tous nos entrepreneurs à s'intéresser de près à ce qui se fait, aux différents programmes qu'il y a. Aujourd'hui, il y a même eu le premier programme national d'incubation qui est Kickstart qui a été lancé.
et d'ailleurs qu'on est, on est un des incubateurs qui l'exécute avec le ministère de l'économie, de la connaissance, des startups et des micro-entreprises. Donc je pense qu'en matière de variété et typologie de programmes, il y a de plus en plus de variétés. Je crois que aussi il y a pas mal de programmes qui sont lancés aujourd'hui aussi à destination des étudiants. Donc j'encouragerais vraiment ces derniers à pouvoir y participer. Et après, c'est pas uniquement exclusif aux étudiants, aux jeunes, ça peut aussi être aux gens qui sont en phase de reconversion. On voit aussi beaucoup de, par exemple, d'Algériens qui acquièrent de l'expérience, après je dis n'importe quoi, 20 ans, 15 ans, et ils reviennent avec des projets d'investissement, etc. Et donc ça c'est quelque chose qui est très très intéressant, c'est une tendance qui est très intéressante, et je pense du moins pour les gens qui ont la fibre pour le faire, la fibre entrepreneuriale pour le faire, c'est important. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore, déjà s'intéresser et participer. Ça leur donnera des idées peut-être. Exact. Très bien, on va finir je pense avec ces mots. Donc dès demain, le rendez-vous, très attendu, à partir de tôt le matin, 9h. Et il durera toute la journée, c'est ça? Toute la journée, effectivement. Donc on aura des startups qui vont recevoir des subventions financières pour financer leurs projets d'expérimentation, pour développer leur activité. Il y aura aussi des signatures de conventions de partenariat entre les entreprises et ces startups-là. Et donc ça va être un programme très riche, avec aussi des panels d'experts dans lesquels on va discuter pas mal de thématiques d'intérêt. En tout cas, voilà, je pense que vous allez découvrir plus en détail le programme. Oui, et je pense que justement, des reportages vont être justement proposés aux téléspectateurs à travers les journaux, les télévisés, je pense. Mais en tout cas, merci. Merci beaucoup de nous avoir justement éclairés sur ce bel événement. Docteur, merci beaucoup. Docteur Bouaziz, merci aussi pour toutes ces informations qu'on a partagées cet après-midi avec les téléspectateurs concernant la campagne de vaccination. Et il ne faut pas oublier les mesures d'hygiène, les gestes barrières. Lorsqu'on est malade, on doit porter le masque. On se lave les mains fréquemment aussi, c'est important. À côté de la vaccination. Très bien. Merci Nesrine. Au plaisir de vous revoir. Et puis on continue, ce n'est pas fini. Deuxième partie de l'émission, nous allons parler de plantes, de belles fleurs, mais aussi de décoration intérieure. Et ça sera juste après ce reportage réalisé par notre collègue Samia Bouarour. Ce tableau est estimé à 3 millions de dinars, beaucoup moins cher que son prix réel, vu son authenticité. Il a été peint en 1882 par Bompard Maurice Rodès lors de sa visite à Biskra. Il appartient à la famille Messir qui collectionne des tableaux aussi vieux que le temps, une passion transmise de génération en génération. Cette collection a été constituée, je dirais, sur une période de 20 ans, peut-être un peu plus. Mais le véritable instigateur, voilà, c'est pas celui qui a constitué, qui a fait ça, particulièrement, c'est notre frère plus âgé, qui a commencé par collectionner un peu les cartes postales, les photos qui ont un rapport avec l'Algérie, bien sûr. Après, avec le temps, il s'est tourné vers les tableaux, et particulièrement les tableaux orientalistes. Avec le temps, ça s'est développé et on a contribué nous-mêmes en famille, et après ça a évolué vers la peinture algérienne, l'école algérienne, et on en a beaucoup de tableaux ici. Ouais, j'ai baigné dans une famille artistique, il y avait des œuvres d'art partout, que ce soit tableaux, meubles, lustres, tout ça c'était des œuvres d'art, des anciens, des trucs de collection. Ces œuvres originales entre toiles, gravures, lithographies, dignes d'être accrochées sur les murs des musées, sont exposées en guise de vente, car leur restauration et entretien coûtent très cher à la famille Messir. Mais pas que, cette famille voudrait léguer ce patrimoine et pages d'histoire aux futures générations. C'est un panorama. On peut, par exemple, quelqu'un qui rentre ici, il peut déjà avoir une idée de la perception de l'orientalisme en Algérie durant l'époque, c'est-à-dire comment ont travaillé les peintres et les différents peintres qui ont travaillé ici. Ces tableaux soigneusement sauvegardés par la famille Messir depuis les années 80 sont signés
par de grands peintres orientalistes algériens, à l'exemple de Barra, Zerarti, Bouzid, Guermès, Boukerch et autres, et de peintres aussi orientalistes étrangers qui ont séjourné en Algérie, à l'exemple de Bompard Maurice Rodès, Diné, Eugène Dauphin, Ortega, José et autres. Ce véritable voyage dans le temps raconte l'époque d'or des orientalistes, servant de référence dans les grandes écoles de l'art à travers le monde où beaucoup de peintres ont brillé. Voilà, et les filles vont briller aussi le temps de l'émission. Donc, Rizkia, comment ça va? Ça va et vous? Très bien, bon week-end, Alhamdulillah. bon début de Ça va, semaine, très ça bien. va? Très bien, en tout cas, ravie de vous avoir encore une fois avec moi et avec nous tous cet après-midi. Bedia, comment ça va? Ça va très bien. Depuis la Lydia. semaine passée? Ça va et toi? Depuis tout Ça s'est va bien très bien. passé, Ouais. la semaine, Ouais. le week-end. Une bonne Il a semaine. fait froid, Oui, il très a froid. plu, ça Oui. nous a fait du la bien. neige, il a neigé. Il a sur neigé Yorta, aussi, oui. en tout cas, ça nous a fait du bien. Voilà, tout à Très fait. bien. Donc, on va commencer, Bedia, avant de parler d'hibiscus, c'est ça, hein? On va parler de rangement, je pense, cet après-midi avec Tout à fait. Esriam Ziane. C'est le sujet que vous avez choisi Le cet sujet, après-midi, notre hein. sujet d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, dans les nouvelles constructions, je pense que nous l'avons tous remarqué, on pense aux espaces, on pense aux finitions, mais rarement aux placards ou au rangement de manière générale. Et résultat, c'est des espaces qui deviennent vite encombrés. Exact. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment transformer chaque coin de la maison en espace fonctionnel sans forcément toucher à l'esthétique ou plutôt sacrifier le côté esthétique. Donc on va commencer par le salon. Premier point, c'est de toujours penser au mobilier multifonction, comme un canapé avec coffre intégré ou une table relevable avec rangement, mais toujours les choisir sur pied pour avoir cet effet de fluidité, voilà, comme sur la photo. Donc on remarque les rangements pour la table basse, voilà, et toujours aussi le mobilier sur pied pour qu'il y ait de la fluidité, de la légèreté et facilité de nettoyer. Deuxième point, c'est de penser aux meubles qui entourent la télévision, une bibliothèque ou un meuble de rangement. Un meuble qui va jusqu'au plafond, donc toujours exploiter la hauteur avec une profondeur de 30 cm. Donc si on a des livres à ranger, c'est adapté pour les formats A4, sinon 20 à 25 cm, c'est largement suffisant. Juste pour une astuce pour le côté esthétique, toujours essayer d'alterner entre des niches et des portes fermées pour éviter l'effet mur de placard. D'accord. Donc ça, c'est pour le salon. Pour la partie cuisine, pensez toujours à des colonnes avec des portes coulissantes, voilà, des meubles qui vont jusqu'au plafond. Et puis, pour le troisième point, au lieu de réserver un tiroir de 35 cm de hauteur pour les ustensiles ou pour les couverts, ce qu'on peut faire, c'est des tiroirs, ce qu'on appelle des tiroirs intelligents, des tiroirs séparateurs qu'on peut intégrer dans des placards ou des colonnes de 10 à 15 cm. C'est comme des trempe-l'œil réservés aux couverts. Et donc, ça nous fait gagner de la place ailleurs pour un placard supplémentaire. Voilà, par exemple, là, nous avons, je ne sais pas si vous remarquez, le tiroir de 10 cm sur lequel, donc c'est un tiroir séparateur, tiroir intelligent, sur lequel on a un appareil électroménager. En bas, donc, c'est réservé pour les couverts. Et plus bas, nous avons 2 tiroirs modulables. Voilà. Exact. Et puis, on peut penser aussi à un îlot central si on a assez de place. Donc, l'îlot central a 2 fonctions, coin repas et coin stockage. Donc, c'est comme si que nous avions une table avec plein de rangements en bas tout autour. Donc, ça peut être aussi, intéressant. Optimiser, on va dire, les rangements au sein de cuisine. Voilà. Qui va avoir une double fonction, on va Absolument, ça a une double fonction. Donc ça, c'est pour la partie cuisine.
Pour la chambre, alors l'indispensable des espaces, des petits espaces, c'est le lit-coffre. C'est ça, Voilà, oui, on c'est peut, vrai voilà. qu'ils nous rendent bien service. On Hein. peut ranger tellement de choses à l'intérieur. Pensez aux portes coulissantes pour les placards et les dressings. Aussi les dressings modulables. Donc les tringles escamotables, des étagères réglables et puis pourquoi pas le tiroir intelligent. Voilà, par exemple, donc nous avons le lit-coffre et puis vous remarquez qu'on a exploité toute la hauteur. C'est ça. Voilà. Sans pour autant que ça ne paraît pas encombrant, j'ai envie de dire. Pas du tout. C'est fluide. Exactement. Et puis nous avons une tête de lit qui est fonctionnelle avec des rangements, des placards, des niches tout autour. Voilà, un rangement au-dessus du bureau, donc un bureau minimaliste pour que ça ne fasse justement pas encombrer. Voilà. Et petite astuce pour les placards, donc sachant qu'un placard fait 60 cm de profondeur, pour que justement, en fait, c'est l'espace nécessaire, c'est les dimensions nécessaires pour placer des tringles de profil. Exact. Et pour que les vêtements soient bien tendus et pour que ça ne se froisse pas. Donc, pour les petits espaces, des fois, ce n'est pas évident de trouver les 60 cm. L'alternative, c'est de placer, au lieu de placer les tringles de côté, de profil, on les place de face. Ça nous fait gagner jusqu'à 20 cm. Donc, et c'est des rangements qui restent fonctionnels. Très bien. On peut là aussi voir un autre rangement. Voilà, donc ça c'est pour la partie couloir ou hall d'entrée. Voilà, donc toujours mettre un meuble à chaussures, mais avec des modules inclinés, histoire d'optimiser la profondeur. C'est ça. Un banc coffre pour s'asseoir et pour ranger en même temps. Des petits crochets minimalistes pour les manteaux ou les sacs. Et puis on n'oublie pas, voilà, et on n'oublie pas le miroir, l'indispensable, surtout à l'entrée. Donc ça agrandit l'espace visuellement. Et puis pour finir, la salle de bain. Donc si on a assez d'espace derrière la porte, on peut placer un meuble de 10 à 15 cm de profondeur, ça suffit largement. Juste penser à des modules suspendus pour libérer le sol et avoir cette impression d'espace. Un meuble sous vasque, donc optimisé par des tiroirs dans lesquels comme on peut voir sur cette photo. Voilà, et si vous remarquez bien, donc dans les tiroirs, il y a ce qu'on appelle des organisateurs intérieurs qui nous aident à éviter le désordre et qu'on peut utiliser à sa place. Voilà, qu'on peut utiliser aussi pour la cuisine ou la chambre pour des accessoires. Voilà. Et puis, nous pouvons aussi placer des étagères ou des niches au-dessus des WC ou de la machine à laver. Juste insister sur des matériaux hydrofuges, donc résistants à l'humidité pour la salle de bain. Voilà, donc mes astuces en général, c'est toujours d'exploiter la hauteur, penser du sol au plafond, des portes coulissantes, des couleurs claires pour les meubles. Et puis, ce qui est très important selon moi, c'est de travailler avec des artisans pour réaliser des meubles vraiment sur mesure. C'est ça. Et ça coûte moins cher que d'aller directement chez le magasin. C'est vrai. Voilà, donc le rangement n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Il faut juste y penser. Il faut y penser justement, il faut y penser et puis surtout dans les appartements où chaque centimètre est important. Donc il faut trouver des solutions intelligentes et adaptées surtout à notre culture et à notre mode de vie. Donc on peut facilement transformer un appartement encombré en espace fonctionnel, pratique et esthétique. Exact, avec tous les conseils justement que nous avons partagés cet après-midi avec les téléspectateurs, grâce à vous, Sria. Et on va continuer comment égayer l'intérieur ou encore l'extérieur, le jardin, avec Badia Amarni pour la rubrique Coin Vert. Et cet après-midi, il s'agit d'hibiscus, Badia. Voilà, la plante d'aujourd'hui, c'est l'hibiscus. Donc, c'est une plante donc, à fleurs, elle est ornementale.
Elle est cultivée, elle est d'origine de l'Asie et même de l'Égypte. Elle remonte à l'Antiquité. Donc elle était très connue avant de se répandre de par le monde. Donc elle décore bien, comme on vient de le dire, nos jardins, nos terrasses, les jardins de la maison ou les espaces publics également. Oui, Donc, c'est vrai voilà. qu'on en voit souvent et elles sont très belles les fleurs. Voilà, hein. elles sont très, Elles peuvent très avoir belles. différentes couleurs. Oui, oui, ça se décline en plusieurs couleurs, justement le orangé, le rose, le blanc, il y a même le mauve. Je ne l'ai pas vu chez nous, mais ailleurs, ça existe, le rouge vif. Oui, Voilà. c'est vrai que c'est un rouge C'est une très, très vraiment belle vif. couleur, voilà. Et puis toutes les couleurs, elles Beau sont rose belles. aussi. Hein. Voilà, le beau rose, voilà. très beau, Voilà, là, très c'est belle. un arbuste. Dans la nature, il peut atteindre jusqu'à 2-3 mètres de hauteur. D'accord. Et on peut aussi le cultiver dans un pot à la maison. Ah, on peut. Et il faut privilégier un pot qui est d'un diamètre de 30 à 40 cm pour avoir un beau hibiscus D'accord. qui ça va veut dire qu'il faut grandir. qu'il ait de l'espace. Beaucoup on va d'espace, dire, hein. voilà. Comme on le dit souvent, pour les plantes, elles aiment être sauf, comme j'ai dit pour le pothos, il aime l'exécuter au départ. D'accord. Mais le reste Oui, des oui. plantes, ils aiment un petit peu être D'accord, très bien. Donc, comment justement bien s'occuper de cette belle plante, j'ai envie de dire. Un arbuste, une plante? C'est une plante. À la maison, on D'accord. l'appelle la plante, mais dehors, à l'extérieur, ça devient un arbuste. Il commence ça, depuis la d'accord. plante et ça devient un arbuste. Oui, parce que c'est vrai qu'on voit que dans Ça certains grandit. endroits, on peut les voir, ils sont imposants. Voilà, Donc, il atteint jusqu'à 3 mètres, on a comme je du viens mal de le dire. à Voilà. les visualiser dans notre Voilà. intérieur. C'est cela, justement. Il y a plusieurs, il existe plus d'une centaine d'espèces. Voilà. Et l'espèce la plus courante, je vais la lire justement, celle qui est le plus couramment cultivée, c'est l'hibiscus rose de Chine aux fleurs des belles dames, qu'on appelle D'accord. scientifiquement Hibiscus rosa sinensis. D'accord. Donc, généralement, les fleurs, elles ont 5 pétales. Oui. Et parfois, on peut trouver un arbuste ou une plante qui a donc des feuilles simples ou bien alors des feuilles en double. D'accord. Voilà, elles peuvent être simples ou en double. Donc voilà. Pour la cultiver, donc, il faut une terre très légère, drainante. Oui. Voilà, il faut mélanger une terre de jardin avec du sable ou bien du compost pour avoir donc une terre très légère parce que D'accord. l'hibiscus, il aime la terre légère pour s'épanouir. Donc on voit une très belle palette de couleurs. Donc, Tout à comme fait, on vient de le magnifique. dire, elles sont très très belles. Très Voilà. jolies, ouais. On les a choisies soigneusement. Voilà, elles sont trop trop belles. D'accord. Dans les pots, ça décore la maison. On peut les mettre dans un salon, à l'entrée de la maison, même dans un balcon. Donc ça se décore. Il faut de la lumière. Bon, quand Voilà. elles sont en extérieur, Elles adorent le s'adaptent, on va soleil. dire, Elles au adorent le climat. soleil. D'accord. Il faut les exposer un minimum de 6 heures au soleil pour s'épanouir et pour avoir de très très belles couleurs. Pour Couleurs, l'éclat des voilà. couleurs, il faut C'est du ça, soleil. les fleurs. Mais D'accord. c'est une plante aussi qui tolère la mi-ombre. On peut la mettre, c'est-à-dire Ok. dans un endroit ombragé. D'accord. Voilà. Donc la fleur, elle éclot du mois de mars jusqu'au mois de novembre. D'ailleurs, la preuve, on en trouve, Oui, on a c'est trouvé. les dernières là. Voilà, c'est les dernières fleurs. Vous avez eu du mal, Bédia. Voilà, j'ai eu du mal à trouver À les quelques. trouver. Voilà, la rouge et la rose là sur la Oui, table. c'est notre jardinier. Voilà, c'est notre jardinier. Voilà. On le salue donc dans l'entreprise. Donc c'est grâce à lui on a pu Ben, on trouver. le remercie en tout Voilà, cas. c'est les dernières fleurs qui restent de l'hibiscus. Voilà. Voilà, donc. Très bien. Donc sinon on peut la mettre donc chez nous à la maison. Voilà. Par rapport à l'arrosage, avant de finir, on va finir avec cette dernière Voilà, information. l'arrosage, c'est 2 fois par semaine en Comment? plein été et 1 fois par semaine en hiver. Voilà. D'accord. Mais elle n'aime pas trop le gel, il faut éviter quand il y a, avec l'hiver, il faut la rentrer à la maison. D'accord. Et une dernière question justement, est-ce qu'elle a un rapport avec la tisane? Voilà, Quand on justement, entend parler l'hibiscus, il est très connu, c'est aussi une plante thérapeutique C'est ça. qui a donc, elle lutte contre la tension artérielle. Voilà, donc, mais je vous suggère et je ne dis pas d'aller acheter, de prendre tout seul une fleur et de la mettre en tisane. Non, Non. allez chez l'herboriste pour acheter la tisane. C'est ça. C'est le kerkadi. Très bien. En arabe, ça se dit le kerkadi. Donc, elle est très bonne pour la tension. Très bien. C'est une plante diurétique. Donc, Voilà, on peut aussi justement voir C'est cela, les voilà. photos. Voilà. Donc, on va chez l'herboriste et il va bien sûr nous donner des conseils Voilà. et pour la prise de cette tisane. Ben, merci Bédira Merci pour à toutes toi. ces informations. Merci. Plaisir de vous retrouver Merci dès à la toi, semaine Lilia. prochaine. Merci. Elsri Hamziane, merci beaucoup encore Avec une fois plaisir. pour tous ces conseils. On aura un intérieur bien rangé, ça c'est sûr, à partir d'aujourd'hui. Et ce, grâce à vous. Et merci à vous qui nous regardez de nous avoir suivis. Nous aurons bien évidemment le plaisir avec toute l'équipe de vous retrouver dès demain, toujours à partir de 15h. Très bonne suite des programmes et prenez soin de vous. Au revoir.